On passe maintenant au focus et on va revenir sur l'offensive pour reprendre Mossoul au groupe État islamique. Ces combats ont débuté il y a un mois maintenant. L'armée irakienne avance lentement. Elle a repris jusqu'à présent un tiers de la partie orientale de la ville. Dans les quartiers repris par les militaires, les habitants s'éloignent des combats et racontent leur quotidien sous le règne des djihadistes. Nos envoyés spéciaux sur place les ont interrogés. C'est un reportage de Rob Parsons, Hussein Assad et Pierrick Lerin. Ils fuient les combats, chaque jour plus nombreux. Des centaines de civils, à pied, par petits groupes, éprouvés, mais soulagés de laisser derrière eux 2 années de terreur sous la domination de l'État islamique. La maison d'un de mes fils a été brûlée, celle d'un autre a été visée par un missile. Et mon neveu a été tué. Nous ne pouvions pas partir de chez nous, sinon les djihadistes allaient nous tuer. Et quand l'armée irakienne s'est rapprochée, ils ont obligé les gens à partir avec eux pour nous utiliser comme bouclier humain. Dans les faubourgs tout juste libérés, l'armée prend en charge les derniers arrivants. Quelques kilomètres plus loin, un arrêt obligatoire. Les femmes et les enfants les plus jeunes sont autorisés à poursuivre leur route. Les hommes sont mis à l'écart pour un contrôle d'identité. Objectif, éviter que ne se cachent parmi eux des combattants de l'État islamique. Un officier des services de renseignement intervient. Il espère obtenir des informations. Combien d'entre vous ont reçu des coups de fouet? Vous en avez tous reçu. Alors quelqu'un a dû vous dénoncer à l'État islamique. Chaque rue compte 4 ou 5 informateurs. Et vous n'avez aucun nom. On sait bien, mais... Ben alors? Mais on ne connaît pas leur vrai nom. Mais en face, ce sont vos frères, vos cousins dont on parle. Ils ne sont pas tombés du ciel. Peu de combattants sont tchétchènes ou afghans. On est loin d'être naïfs. Vous n'allez pas nous faire croire que ce genre de choses... Je vous promets, si j'avais des informations, je vous les donnerais. Je n'ai peur que de Dieu. On sait bien que vous avez tous peur les uns des autres. On le sait. Le problème là, c'est la peur, ni plus ni moins. Chacun d'entre vous a des informations sur au moins 5 ou 6 d'entre eux. Malgré son insistance, l'officier n'obtiendra rien. Mais pendant son discours, 2 hommes ont discrètement vérifié chaque identité. Ils recherchent toute personne ayant des liens avec l'État islamique. On confronte leur identité avec notre base de données. Si rien ne ressort, on les envoie vers les camps. Et si leur nom apparaît, on les arrête. Et selon les preuves qu'on a, on prend des mesures judiciaires. Cette fois, tout le monde repartira libre. Les hommes vont rejoindre le reste de leur famille. Leur destination, le camp de Khasser, à une quinzaine de kilomètres de Mossoul. Une fois entrés, interdiction de ressortir sans l'accord des autorités. Un peu partout dans ce dédale de tentes, de longues files d'attente. Des ONG distribuent des produits de première nécessité. Abou Sabar est arrivé la veille. Il vient du quartier d'Al-Bakr, dans l'est de Mossoul. Il n'a pu prendre avec lui que ses vêtements et quelques effets personnels. Avec l'aide de ses fils, il ramène jusqu'à sa tente son premier lot d'aide humanitaire. Ces derniers jours ont été horribles. Mon fils a été touché par un tir en pleine main. Un sniper de Daesh. Daesh nous a vraiment rendu la vie misérable. Bien loin de la confortable maison qu'ils occupaient à Mossoul, ces quelques mètres carrés seront leur seul foyer jusqu'à la fin des combats. Abou Sabar nous raconte l'absurdité de la vie sous l'État islamique. Ils ont détruit toutes les paraboles satellites. Ils nous ont dit « Comment pouvez-vous laisser les présentateurs de télé entrer chez vous et observer vos femmes et vos sœurs à travers l'écran ?» Bien sûr, l'objectif c'était d'empêcher les gens de regarder les informations. On a même dû cacher nos téléphones portables. Je les ai enterrés dehors, à 1 mètre sous terre. L'État islamique a imposé une seule règle, la terreur. Abou Sabar se souvient du jour où il a vu 3 soldats exécutés et pendus sous un pont. Ils les ont pondus par les pieds. Ils avaient des uniformes militaires. Le premier avait les pieds liés et la tête en bas, avec les bras ouverts. Le second était accroché par une seule jambe, avec l'autre écartée. Ils ont fait ça pour effrayer tout le monde, même les enfants. Le pire est peut-être derrière eux, mais la famille va maintenant devoir s'habituer à la vie de réfugiés, d'interminables journées et l'humiliation de dépendre de l'aide extérieure. Eux au moins ont un abri,
Une chance que n'auront peut-être pas tous les exilés de Mossoul. Le camp de Khasser abrite plus de 20 000 personnes, mais il a déjà atteint sa capacité d'accueil maximale. Or, le nombre d'habitants qui fuient les combats à Mossoul continue d'augmenter semaine après semaine. Et mon invité pour continuer à parler de ce sujet, c'est Adrien Tomarchio, responsable de communication de l'ONG Acted. Merci d'être avec nous. Votre ONG est sur place, vous gérez cet afflux de réfugiés. On l'a vu, il est de plus en plus important et ce premier camp de Rasser est déjà surpeuplé. Est-ce que vous craignez aujourd'hui une crise humanitaire ? Oui, la crise humanitaire est perçue et prévue depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Les ONG comme Acted et la communauté humanitaire est mobilisée. Aujourd'hui, il y a 7 camps qui ont été installés, qui sont en capacité d'accueillir 45 000 personnes, qui accueillent aujourd'hui 45 000 personnes, qui pourront en accueillir 45 000 autres qui pourraient arriver. Aujourd'hui, il y a eu 60 000 déplacés. Et ces populations qui arrivent des faubourgs de Mossoul arrivent, elles sont fatiguées. Pour certaines, elles sont marquées psychologiquement et elles ont besoin de tout. Elles arrivent avec peu d'affaires et ont besoin d'une aide, d'un soutien en termes d'aide alimentaire, de soutien médical et d'autres. Et donc on est mobilisé dans les camps, mais aussi dans d'autres environnements pour aider ces populations. Alors vous le disiez, 60 000 réfugiés pour l'instant, cela fait un mois que l'offensive a commencé et clairement on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer et seul un tiers de la partie orientale de la ville a été libéré des djihadistes. On peut s'attendre à donc au moins le double voire le triple de réfugiés. Est-ce que aujourd'hui avec ces nouveaux camps qui ont été installés, on est en mesure d'absorber ce montant, ce nombre de réfugiés ? Aujourd'hui, on est capable d'absorber jusqu'à 90 000 personnes dans les camps. Puis après, il y aura sûrement des populations qui trouveront refuge dans d'autres environnements. C'est 75% des populations qui rejoignent des camps et 25 autres qui rejoignent des familles ou d'autres environnements de vie. Mais la communauté humanitaire Acted se prépare à accueillir beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, les premières semaines, c'était au compte-gouttes. Depuis 2 semaines, il y a une vraie accélération du nombre de personnes qui fuient les villages aux alentours et ça va de continuer Mossoul. Ça va continuer. Et nous, on se prépare pour accueillir jusqu'à 500 000 personnes. Donc c'est vraiment des afflux massifs qui devraient arriver. On ne sait pas si ce sera demain, après-demain, dans les semaines qui viennent, mais on s'y prépare. Alors, vous parliez à l'instant de l'aide alimentaire, en eau, en nourriture, mais aussi de l'aide médicale. Les combats, ils ont lieu dans une zone peuplée, dans la ville, avec des civils qui sont retenus par les djihadistes, souvent utilisés d'ailleurs comme boucliers humains. On se doute que cela entraîne un certain nombre de blessés qui fuient les combats. Qu'est-ce qui est mis en place pour prendre en charge les blessés ? Il y a des hôpitaux de campagne aujourd'hui ? Il y a des unités mobiles, des unités médicales qui vont le plus loin possible, pas forcément sur les lignes de contact, sur les lignes de front, mais en aval de cette ligne pour apporter des soins aux personnes qui sont blessées, mais également apporter des soins médicaux à des personnes qui ont besoin de traitements, des traitements qui sont interrompus depuis des jours, des semaines, voire des mois pour certaines, puis aussi l'aide psychologique qu'on doit apporter à ces populations qui sont marquées par les combats dont elles ont été les victimes, dont elles ont été les témoins, pour certaines des exactions qui ont eu lieu dans les semaines qui viennent de se passer, mais également par avant. Donc toutes les populations qui viennent, qui sortent de cette zone, sont accueillis, sont soutenus avec une aide humanitaire et un soutien psychologique. Et c'est notamment le cas pour les enfants qui ont besoin de retrouver une certaine sécurité, une aide psychosociale et puis un environnement de vie qui doit être, pour les enfants, des endroits où jouer et puis s'instruire et puis reprendre goût à la vie pour certaines. Alors, nous en parlions tout à l'heure hors antenne. Vous me disiez que l'ONG Acted intervenait dans les camps de réfugiés, mais également au contact de ces villages qui étaient libérés. Expliquez-nous ça. On intervient dans les camps, donc on accueille les personnes qui arrivent dans ces camps. On intervient en amont de ces camps pour fournir une première aide aux personnes qui arrivent, qui ont passé donc, les points de contrôle qu'on a pu voir dans le reportage. On apporte une première aide. Voilà. Et puis, on commence aussi à essayer d'aller dans les villages qui ont été repris, donc avec des mesures de sécurité très contraignantes, en faisant très attention, parce que ce sont des zones qui doivent être vues. Mais une fois que c'est fait, on apporte une aide. Et il y a beaucoup de populations qui sont restées, qui ne sont pas déplacées et qui ont besoin d'une aide. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus de voies de communication, il n'y a plus de kérosène, les personnes n'ont plus accès forcément à l'électricité, à des moyens de chauffage. Donc on doit apporter d'abord des rations alimentaires, c'est la priorité numéro 1, et puis ensuite de permettre aux populations d'accéder à des installations et des infrastructures sanitaires décentes, parce qu'il y a des regroupements de populations dans certains villages. Ces populations se retrouvent
coincés, donc on doit aller les aider et puis installer certains points, des écoles, en apportant des latrines, en apportant des douches, en s'assurant que les populations civiles ont accès à de la nourriture et à de l'eau potable. Là, aujourd'hui, vous êtes dans l'urgence, hein, la première intervention. Vous distribuez des kits d'urgence à ces personnes réfugiées, déplacées ou tout simplement dans des situations difficiles. Mais comme on le disait, l'offensive, elle va durer un certain temps. Il va falloir s'inscrire dans la durée maintenant. À quel moment est-ce qu'on bascule dans de l'aide de longue durée? Aujourd'hui, on va être dans les semaines et les mois à venir, on va être dans l'urgence. C'est des populations qui rejoignent des camps et qui nous disent qu'elles veulent absolument, revenir chez elles, hein, dans les villages et à Mossoul. Donc la préparation et la suite pourra s'envisager avec les autorités, avec la communauté humanitaire dans ces camps, mais surtout aussi préparer ce retour, la reconstruction de la ville de Mossoul, s'assurer que la population a accès à des services, des biens essentiels, et puis retravailler sur la reconstruction de cette ville qui va être complètement marquée par les combats et qui est marquée par ces mois sous l'emprise de l'État islamique. Merci beaucoup Adrien Thomarcheux d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce focus. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.